Oui, donc je voulais juste dire que j'ai préparé plus ou moins cette présentation avec François Pellerin. François Pellerin fait partie des personnes qui travaillent dans le cadre de l'industrie du futur. Il anime un écosystème de 500 entreprises PME, TPE en Nouvelle-Aquitaine en fait. Et ses spécialités, c'est donc la veille en matière de management et la veille sur l'usine du futur. Et là, vous avez le Scoopit, son site internet où vous pouvez consulter. Bon, ben là, j'ai ciblé l'usine du futur, mais il y a également la même chose sur le management et je vous engage vraiment à le regarder. Vous faites par exemple objet connecté, vous trouverez beaucoup de choses extrêmement intéressantes. C'est peut-être comme ça, voilà, d'accord. Donc juste pour positionner un peu le besoin de connexion, ce slide montre clairement que typiquement, oui, voilà. Ce qu'on voit finalement, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, dans la génération Y et Z, sont dominants. Bon, on le sait, mais ça veut dire qu'il y a, pour l'avenir, il va y avoir un gros... Enfin, la culture, ça va être la culture de la connexion. À moins qu'il y ait un choc culturel, ça sera la culture aussi de l'instantanéité, etc. Donc forcément, on parlait tout à l'heure d'usage, forcément les usages y sont là aujourd'hui. Alors je ne parle même pas des besoins des systèmes autonomes qui demandent de les superviser. Pour les superviser, il faut contrôler, il faut avoir des valeurs sur leur état, etc. Donc aujourd'hui, que ce soit dans le monde industriel ou que ce soit le monde social, la société, il y a un besoin fort de connexion. Alors par rapport à ce besoin fort de connexion, finalement, comment se situe... bon, on n'a pas bien sûr besoin que d'objets connectés. Là, par exemple, si on dit que les objets connectés sont là, ce qui monte fortement dans la société, c'est la collaboration. On vient d'en parler, l'innovation. C'est tout ce qui est cloud computing. C'est aussi toutes les données, les immenses masses de données que l'on génère et qu'il faut pouvoir exploiter. Par ailleurs, la société a ses propres évolutions qui sont des évolutions démographiques, aussi un comportement individuel, donc des personnes qui a tendance à évoluer aussi, donc les besoins changent, beaucoup plus finalement de services personnalisés aux individus, donc des besoins forts en ressources en fait, hein, et en énergie. Alors, en fait, cette diapositive, il y a un petit shift entre cette diapositive et la France, en fait, parce que c'est issu d'une analyse du gouvernement de la Malaisie, en fait, du gouvernement malaisien. Forcément, pour eux, vous allez voir des choses, par exemple, comme la croissance de la classe moyenne, ou alors la nécessité d'avoir certains enjeux sur tout ce qui est ressources. Forcément, c'est vrai pour nous, mais c'est surtout vrai pour des pays émergents. Alors, comment se positionnent finalement les PME, TPE par rapport à ce challenge en fait? Donc ça, c'est la source, c'est donc une étude BPI France qui a été réalisée en septembre 2017, les dirigeants de PME et ETI face au digital. Donc c'est pas seulement les PME, c'est aussi les entreprises de taille intermédiaire. Et donc ce qu'on voit finalement, c'est que 47% des dirigeants estiment que l'impact du digital sur leur activité ne sera pas majeur sur un horizon de 5 ans. 61% n'exploitent pas ou peu les données liées à la vente et à la relation client. Et enfin, 80% des dirigeants ne font pas de transformation digitale une priorité stratégique pour leur entreprise. Ensuite, le rapport est extrêmement intéressant parce qu'il va beaucoup plus loin dans l'analyse des différents types de sociétés, enfin de différents types de dirigeants. Bon, voilà. On dit ça en dit long sur finalement quelle est l'adéquation de l'écosystème PME-TPE français par rapport à cet enjeu énorme qui est le déploiement du numérique. Alors maintenant, le déploiement international des objets connectés, bon, on est là finalement, on n'est pas parti très tard. Aujourd'hui, il y a des collaborations qui sont mises en place entre l'Europe et le Japon, mais force est de constater que finalement, par rapport typiquement au Japon ou à l'Allemagne en fait, où ils ont accru fortement leur productivité. Tout à l'heure, M. Marpeau disait qu'ils sont déjà dans l'industrie 5.0, 5.1, 5.2.
c'est vrai qu'eux ont beaucoup plus développé la robotisation et le numérique dans leurs entreprises, mais ils ont peut-être aussi des tissus d'entreprises différents. Par exemple, en Allemagne, c'est un tissu d'ETI et pas de PME-TPE. On dit toujours que c'est un tissu de PME, c'est pas vrai, c'est un tissu d'ETI, surtout les Allemands. Donc ça change les moyens qu'ont les entreprises pour investir, pour installer des choses. Voilà. Donc ça fixe un peu le paysage en fait des objets connectés et du numérique. C'est quelque chose qui n'est pas simple, de gros besoins d'un côté, un tissu français d'entreprise qui n'est pas forcément bien préparé à cette révolution qui est largement en marche. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, il y a plein de secteurs, qui sont concernés, notamment le secteur des smart cities en matière d'urbanisation, qui a déjà été cité par M. Marpeau. Alors, un autre point de vue sur finalement la situation sur les objets connectés, c'est un rapport de l'Assemblée nationale qui date de janvier 2017, donc c'est pas si vieux que ça date d'il y a maintenant bientôt 2 ans, mais bon. J'ai retenu parmi les 20 recommandations que faisaient les 2 rapporteurs, j'en ai retenu certaines en fait. Donc la première, c'est réaliser une revue de l'action publique au prisme de l'Internet des objets pour déceler les gains de productivité et les nouveaux usages. Gains de productivité pour les entreprises, dont l'IoT dans la manufacture, dans l'entreprise, et les nouveaux usages, soit industriels, soit personnels, usagers. Faciliter l'émergence au sein du plan Industrie du futur d'un groupe de travail composé de grands donneurs d'ordre industriels afin de créer l'ambition d'une plateforme de services industriels à l'échelle européenne. Vous posiez tout à l'heure la question finalement de la veille. On peut penser qu'il y a besoin effectivement d'une structure qui va permettre à la fois d'héberger, pourquoi pas, des objets connectés ou en tous les cas des projets de services basés sur les objets connectés, mais pourquoi pas aussi d'organiser une veille sur ces sujets qui vont quand même très très vite. Recommandation 5, charger la direction générale des entreprises d'élaborer et de diffuser un guide de promotion de l'Internet des objets auprès des petites et moyennes entreprises. On y est. C'est bon. Elles ont identifié que c'était un sujet et il faut y aller. Ensuite, encourager les opérateurs de télécommunications et les entreprises qui déploient des réseaux à bas débit à créer des partenariats, les organisations agricoles, une offre de services et d'équipements agricoles connectés. Et de la même manière, on va voir à ce niveau, au niveau de cette recommandation, la recommandation 13, qu'on parle de stratégie santé. Donc il y a des vrais nouveaux marchés ou des marchés à fort déploiement des objets connectés qui sont le monde de l'agriculture connectée, le monde de l'agriculture de précision et la e-santé. Alors pourquoi je relève ces sujets-là? C'est parce que nous, historiquement, la FIS, on a plutôt tendance à s'intéresser à l'aéronautique, à l'espace, au système de défense, au système d'énergie, d'accord? Ça, c'est notre core business. Mais ça, c'est des sujets, pour l'instant, qui ne nous intéressaient que très peu. Et c'est très intéressant de voir ces recommandations parce qu'elles justifient complètement la dynamique qu'on veut avoir maintenant depuis quelques années sur le fait de porter tout ce qu'on sait dans nos domaines historiques sur ces nouveaux secteurs ou dans ces nouveaux secteurs. Et enfin, un sujet aussi qui a été relevé par la présentation de M. Marpeau, c'est l'importance du design en fait. Pardon, alors là ça va un peu trop vite pour moi. Voilà, l'importance du design. Ah oui, pardon, je sais pourquoi. Voilà, c'est pas le pointeur, exactement. Voilà, donc globalement, on n'est pas dans la finalité, c'est pas de faire un objet connecté. La finalité, on l'a vu tout à l'heure, c'est de vendre des services basés sur des objets connectés que les gens ont envie d'acheter. Et les gens, ils ont envie d'acheter quoi? Des choses qui leur apportent de la valeur, à la fois de la valeur en termes d'usage, mais aussi de la valeur, pourquoi pas, en termes d'esthétique. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce nouveau business. Alors, quelle est finalement pourquoi les objets connectés intéressent la FIS? En fait, on a engagé, il y a quelques années, on avait créé la vision 2025, c'est-à-dire grosso modo, quels allaient être les besoins de notre société et comment l'ingénierie système, notre thématique, allait permettre d'y répondre. Donc on a engagé maintenant la rénovation finalement de cette vision pour la porter à 2030+, et forcément on s'intéresse à toutes les technologies de rupture, les objets connectés en étant une en particulier, et tous les besoins sociétaux. D'accord ?
Donc on voit que les premières planches, finalement, elles fixent le cadre sociétal et le cadre de l'évolution de notre écosystème, en fait. Quelles sont les tendances et donc quelles sont les technologies qui apparaissent et quels sont finalement les impacts sur notre discipline qui est à la croisée des deux. Donc, premier sujet, c'est part intégrante de la transformation numérique. Excusez-moi, les objets connectés, c'est une part intégrante de la transformation numérique et elle doit en accroître l'efficacité. C'est un facteur de transformation avec le client, ça aussi M. Marpeau en a parlé. En fait, un objet connecté, c'est à la fois quelqu'un qui rend un service mais qui collecte des données. Et ces données sont extrêmement importantes pour les usages futurs que le créateur de cet objet connecté ou l'industriel qui le commercialise il va analyser ces données et il va analyser finalement quel est l'impact qu'ont ces données sur de futurs services. Tout à l'heure, on parlait d'objets connectés. En fait, ce dont on s'aperçoit sur les sociétés qui ont vraiment déployé des objets connectés avec des services associés depuis un certain temps, c'est que la question fondamentale, et on le verra tout à l'heure dans l'architecture de tout cet écosystème, finalement, l'objet connecté, il va être produit à très bas coût à partir d'un certain moment. Et finalement, c'est quelque chose qui se finit par ne pas être rentable. Surtout quand on a vu que les principaux acteurs, ça va être bientôt les Chinois, que ces Chinois, c'est eux-mêmes qui font les composants, ils feront ce qu'ils veulent. En fait, le vrai enjeu, c'est quels sont les services que je veux déployer, quelle est leur pérennité. C'est vraiment ça le vrai sujet. Hein. Voilà. Donc, j'en viens au troisième sujet qui est elle transforme les chaînes de valeur. C'est-à-dire aujourd'hui, pour une entreprise qui veut se lancer dans ce monde-là, c'est quoi finalement ma cible de valeur ? Comment est la nouvelle chaîne de valeur? Comment je me situe? Comment la valeur que sait vendre aujourd'hui mon entreprise peut évoluer pour s'intégrer dans ce marché-là? Quelle place je vais prendre? Enfin, le déploiement des objets connectés nécessite des changements organisationnels dans les entreprises, que ce soit au niveau de son informatique, que de ses équipes. Bon, on l'a vu tout à l'heure avec, avec l'exposé de M. Marpeau, mais grosso modo, déployer les objets connectés dans une entreprise, c'est injecter du numérique dans cette entreprise. Si vous n'avez pas un système d'information, par exemple un ERP qui va pouvoir exploiter ces informations-là, en général, il ne suffit pas, il faut mettre ensuite quelque chose qui va gérer les produits que vous allez commercialiser, qu'on appelle un PLM, comme Product Lifecycle Management. Bon, mais finalement, vous avez beaucoup de mal à exploiter toutes ces données que vous allez acquérir au sein de l'entreprise, au sein de votre usine. Voilà. Donc, les objets connectés changent les usages, posent des questions en matière d'architecture, notamment de définition d'une architecture de référence, on y reviendra, fixant des objectifs précis aux méthodes et environnements de modélisation. Ça, c'est notre problématique, hein, c'est comment on modélise les systèmes. Hein. Voilà, donc, je suis obligé de me poser cette question, je ne peux pas faire autrement. Donc, ça, je pense qu'on a suffisamment vu de choses là-dessus. Alors, finalement, quels sont les enjeux au niveau opérationnel et de déploiement des objets connectés? C'est maîtriser les usages. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, la phase de compréhension de finalement quels sont les objectifs du service à base d'objets connectés que je veux déployer, c'est une phase extrêmement importante. Produire les objets connectés en masse à un prix compétitif. Ça, c'est sûr que quand certains acteurs ils sont déjà plus ou moins sur ce marché. Moi, je vois que je ne sais pas vraiment comment on va produire les 50 à 100 milliards d'objets connectés dont on aura besoin dans 2 ans. Mais en tous les cas, le prix va être extrêmement bas. Garantir la montée en puissance des objets connectés, des réseaux, des applications, ils vont monter en puissance. Donc ça veut dire que les architectures qui permettent de les déployer, de les mettre en service, de les apporter vers l'utilisateur final, c'est aussi une vraie problématique. Parce qu'on est dans un monde extrêmement divers, extrêmement hétérogène. On l'a vu tout à l'heure avec l'exposé de M. Marpeau. Maîtriser le déploiement des nouvelles versions des objets connectés, on était complètement dans l'obsolescence, dans la gestion de configuration, etc. Garantir une forte disponibilité de ces objets finalement, et donc des services à base de ces objets. Qui va acheter quelque chose qui est toujours en panne? Ça n'existe pas, ça. Offrir une certaine résilience, c'est-à-dire je me retrouve dans une certaine situation, comment je fais pour maintenir quand même le service, et enfin assurer la mobilité des objets puisqu'on est dans une société mobile. Alors au niveau architectural, il y a beaucoup d'enjeux finalement. Hein. Déjà, pour ceux qui connaissent ces concepts-là, les objets connectés, ce monde-là est quelque part un système de systèmes. C'est-à-dire,
Un système, c'est quoi finalement? C'est un ensemble de produits qu'on veut déployer, sachant que ces produits sont développés dans des cadres contractuels différents, par des industriels différents, et qu'il y a donc des aléas qu'on a du mal à gérer parce que chacun de ces contrats, de ces industriels, va avoir ses propres aléas. Ben là, c'est pareil. On a un ensemble de producteurs d'objets connectés, de services connectés, dont on ne connaît qu'une partie à un instant donné. On a un ensemble de clients potentiels qui évoluent tous les jours. Donc on est vraiment dans une problématique de maîtrise de cet ensemble qui est extrêmement élevée. Je ne vais pas revenir sur la sécurité, intégrité, protection de la vie privée, puisque ça, tout le monde sait que c'est un sujet extrêmement critique. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper de cible. Si par exemple, moi je suis dans un désert médical, je vais peut-être accepter que mes analyses, elles passent par Internet, si je n'ai pas le choix. Donc il ne faut pas non plus se tromper de débat. Il y a des gens qui sont dans des situations tellement, on va dire, délicates ou critiques, qu'ils sont prêts à revenir sur ces sujets-là. Moyennant bien sûr les normes, enfin, le respect, comme on le rappelait tout à l'heure, de certaines normes. Donc fiabilité, disponibilité, résilience, on l'a vu. Montée en puissance, donc c'est cette fameuse capacité à croître en termes de nombre d'objets mis à disposition, de nouveaux services, etc. Tout ça, on est quand même obligé de le superviser, hein, parce que si on ne sait pas comment le service est rendu, on va avoir du mal après à développer de nouveaux services, puisqu'on n'a pas de retour, enfin on n'a pas de retour client en tous les cas, pas dans les délais qui vont bien. Alors on a aussi des problématiques au niveau des données, donc des grands volumes de données à gérer, la disponibilité de standards qui vont permettre leur intégration, puisqu'elles sont de facto hétérogènes, hein. Pouvoir transformer ces données en informations à valeur ajoutée, donc on est dans le monde de la valeur. C'est-à-dire aujourd'hui on ne vend pas un produit, on ne vend pas le composant. On vend le service à valeur ajoutée pour un utilisateur qui est basé sur ce composant-là, connecté. Donc on est dans le monde de la valeur. Et enfin, donc, les problématiques d'authentification, intégrité, auditabilité. Alors ensuite, les enjeux au niveau des objets connectés eux-mêmes, c'est prendre en compte leur hétérogénéité, la performance de ces objets. Alors la performance de ces objets, ça va être, la performance de ces objets, ça va être donc leur compacité, le fait qu'elles fonctionnent avec une très basse énergie, leur disponibilité, leur capacité à être supervisées, etc., etc. La mobilité et puis la gestion de ces objets. Donc là, on se retrouve d'ailleurs assez proche des problématiques classiques de réseau, où quand je déploie des équipements sur un réseau, ben, j'ai un ensemble de fonctions à assurer, tout simplement pour maîtriser mon réseau. Là, c'est pareil. Et c'est d'ailleurs pour ça que les acteurs de réseau, on verra tout à l'heure Cisco, sont très pertinents sur ces choses-là, parce qu'ils savent extrêmement bien gérer des réseaux comme ça. Alors pas que Cisco, bien sûr. Tous les grands acteurs télécoms historiques le sont, Orange en particulier, bien sûr. Alors là, juste un petit extrait d'un document qui a été publié, je dirais, il y a 2 ans, non, 3 ans maintenant, 3 ans, par le chapitre allemand de l'association internationale dont on dépend, qui fait clairement, qui annonce clairement que un enabling pour l'Internet des objets, pour l'IoT, c'est une ingénierie de système, on l'a vu tout à l'heure, hein, et c'est de déployer des moyens de modélisation, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement complexe, mais c'est également quelque chose qui demande une compréhension très très fine des attentes des clients, des parties prenantes, des utilisateurs. Le monde de l'Internet, c'est ça. C'est quelque chose qui est très guidé par la valeur qu'on va apporter, et c'est quelque chose de complexe et de terriblement évolutif. Alors, qu'est-ce qu'apporte par rapport à cette problématique une architecture de référence? On fait l'ingénierie système, donc on s'intéresse aux architectures, c'est notre métier. Voilà, donc effectivement, premier sujet qu'on a traité sur l'IoT, c'est finalement, est-ce qu'il y a des architectures de référence? Est-ce que tous ces acteurs ils vont se retrouver dans un monde cohérent en fait? Alors, qu'est-ce qu'on attend finalement d'une architecture de référence? On va attendre un vocabulaire commun, des schémas conceptuels qui sont réutilisables, qui peuvent évoluer, puisqu'ils sont définis, donc on peut les faire évoluer. On a besoin de capitaliser les meilleures pratiques,
notamment pour créer des systèmes dignes de confiance, aptes à garantir la sécurité des solutions face aux cybermenaces. Là, on est vraiment dans le sujet clé de l'IoT et de la crainte. C'est hacker un système, hacker un site de production, hacker un site critique à travers un objet connecté. Aujourd'hui, une norme existe, c'est la norme ISO IEC 30141, qui établit une architecture de référence normalisée à l'échelle internationale pour l'IoT. Elle n'existait pas il y a 3 ans. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Alors finalement, qu'est-ce qu'elle dit il y a un document qui existe, on pourra d'ailleurs le mettre sur le site. Qu'est-ce qu'a dit cette norme globalement? Elle dit finalement il y a un modèle de référence là. Pardon, excusez-moi. On a besoin d'un vocabulaire commun, très bien. Voilà. Donc on a des concepts de domaine, des concepts métiers. C'est bon, on a notre vocabulaire commun. Ensuite, on a un modèle de référence. Et ce modèle de référence, il est basé sur un ensemble de vues. Et pour les gens qui ont l'habitude de faire de la modélisation, on retrouve ce qu'on a l'habitude de modéliser. C'est-à-dire on a des vues fonctionnelles, on a des vues systèmes, c'est-à-dire analyse fonctionnelle, analyse d'architecture logique et physique. On fait de la communication parce que c'est extrêmement important. On fait de la modélisation de données parce que toutes ces vues fonctionnelles et systèmes utilisent des données. Et en fait, on a des vues d'usage. Et là, on retrouve les problématiques d'analyse des besoins utilisateurs, d'ergonomie, etc., etc. De modélisation des processus, etc., etc. Voilà. Alors, ça, c'était le modèle de référence proposé par Cisco il y a quelques années, avant que, ça doit dater d'il y a 4-5 ans, je pense. Voilà, donc on retrouve notre modèle en couche avec tout ce qui est finalement, on va le voir là de façon simplifiée. Hein. Donc de façon simplifiée, ça donne ça, alors je m'excuse, hein, mais pour les puristes, j'ai extrêmement simplifié les choses. Hein. Mais donc, grosso modo, le modèle, c'est un modèle qui à partir d'objets connectés, via un réseau, intègre des applications de traitement et de stockage plus ou moins sophistiquées qui rendent disponibles à travers des API web des applications utilisateurs, donc de l'information en fait. Et tout ça, ça nécessite de modéliser bien sûr les processus d'entreprise et de modéliser ces applications utilisateurs. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Alors maintenant, si on compare finalement ce modèle simplifié au business, au marché de l'IoT, qu'est-ce que ça donne? Ce qu'on voit, c'est que d'après Gartner en 2014, alors c'est un peu vieux, mais ça sans doute peut évoluer, 80% du business, il est dans la couche des applications et des services. Donc ça confirme tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire aujourd'hui, le sujet, il n'est pas dans la création des objets connectés. C'est un vrai sujet technique extrêmement compliqué, tout ça. Mais il est dans cette couche-là pour les sociétés qui veulent s'en sortir. Il est à ce niveau-là. Alors, maintenant, au niveau de la FIS, donc, on est vraiment extrêmement soucieux de l'accompagnement des PME, TPE et en particulier de transférer tout ce qu'on a appris comme bonne pratique dans les grands projets et avec les grands groupes. Donc du coup, on a lancé un projet qui a été cofinancé par la FIS et la Direct Occitanie il y a maintenant 2 ans, qui s'est terminé en novembre, dont la synthèse va paraître. Finalement, c'est une démarche qui a consisté à accompagner 6 PME, TPE, start-up au niveau de la région Occitanie. C'est une démarche qui est basée sur les objectifs business des entreprises, c'est-à-dire que les 6 accompagnements ont été extrêmement différents puisqu'elles étaient basées sur leurs objectifs business et basées sur leur maturité. Et l'adoption de bonnes pratiques en gestion de projet et en engineering system, on pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas que la gestion de projet ou que l'engineering system qui permettent de progresser, c'est bien la combinaison des deux. Et c'est ensuite la capacité de comprendre comment ce travail-là peut aider après à obtenir certains certificats comme ISO 9001, comme le N9100. Voilà. Et donc, globalement, quels étaient les objectifs de ce projet? C'était renforcer la compétitivité des PME, plus grande maîtrise des risques en phase de développement d'industrialisation. On a vu effectivement avec M. Marpeau que c'était le sujet clé, la maîtrise des risques.
Capacité renforcée à traiter des projets plus complexes, sécuriser la dynamique et l'innovation des PME-TPE, pareil, c'est le sujet qu'on a évoqué, et sécuriser la capacité de sous-traitance des grands groupes, puisque s'ils s'appuient sur des PME-TPE plus matures sur certains sujets, c'est le résultat global qui va s'en trouver amélioré. Puis vous savez que de plus en plus, en fait, on est sur des logiques de partenariat entre les grands groupes et les petites et moyennes entreprises. Donc ça concourt aussi à cette logique-là. Et je crois que c'est terminé. Et la transformation des PME pour l'usine numérique et connectée, c'est quelques sujets légèrement différents de ce qu'a évoqué M. Marpeau. C'est déjà se doter de la colonne vertébrale en matière de système d'information. Et ça, c'est compliqué. Et ensuite, c'est adopter une stratégie qui va permettre finalement de sécuriser le déploiement au sein de l'entreprise. Par exemple, mais c'est qu'un exemple, par exemple, c'est commencer par du lean management, ensuite c'est introduire une nouvelle technologie qui est prioritaire pour l'entreprise, pareil, là, par rapport à son développement business, etc. Et ensuite, si on s'intéresse à un groupe d'entreprises, c'est mettre en place un club d'entreprise qui va permettre de créer une émulation entre les différents acteurs. Parce que si les gens restent isolés, finalement, l'entreprise et les acteurs de l'entreprise reviennent dans leur quotidien après qu'on soit passé, et c'est mort, finalement, parce qu'ils sont complètement absorbés par leurs activités tous les jours. Par contre, si on crée un club d'entreprise, là, on peut maintenir une certaine dynamique. Voilà, j'en ai terminé. Merci.